Alors, le dialogue intermalien, vous allez écouter tout à l'heure, je vous en prie. Il a été demandé au président Assimi Goïta, aux autorités de la transition, de prendre toutes les dispositions pour prolonger la transition à 5 ans, au minimum. Et au terme de la transition, que Assimi Goïta soit plébiscité comme candidat, en tout cas de la grande majorité du peuple malien. Alors nous allons développer cela. Ne vous en faites pas. Le président Koudou Laurent Gbagbo a parlé. J'ai beaucoup aimé le discours du président parce que j'ai eu l'impression que le président Gbagbo, lui aussi, à sa manière, rendait un petit hommage à Cheikh Oumar Keïta. On va en parler. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Il y a un petit Tchadien, je crois qu'il doit être quelque part en France, je sais pas trop, il a un 300, son indicatif c'est 339 ou 336, je sais pas trop. Puisque le numéro de Cheikh Oumar, c'est l'un des numéros les plus connus au monde, dans tous les pays du monde. Le numéro de Keïta est là-bas, le 72, 77, 47, 88. Il n'y a pas un pays au monde où mon numéro n'est pas là-bas. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Alors, il m'envoie une de mes vidéos. Où est la vidéo? J'espère pouvoir avoir cette vidéo. On dirait que j'ai cru. Attendez, mais je vais faire un effort pour voir si j'ai la vidéo. La vidéo où j'ai parlé des élections au Tchad entre Success Massara et Dibi Kaka. J'ai dit qu'il y a deux blocs qui sont en train de s'affronter dans ces élections-là. Et le petit qui n'a rien compris, c'est pourquoi je dis très souvent, vous venez écouter Keïta, est-ce que vous comprenez ce que dit Keïta? Ça fait deux. Il m'envoie la vidéo, il dit, vous n'avez pas bien compris. Hein? Parce que j'ai dit que la France et les États-Unis sont en train de se battre au Tchad. Je lui ai dit, est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu es allé à l'école? Est-ce que tu comprends le français? Tu as entendu la voix de Keïta? Est-ce que tu as compris ce que Keïta a dit? Qui a demandé aux États-Unis de clarifier leur position au Tchad? C'est Dibi Kaka. Pourquoi subitement, dans ces élections, les Tchadiens demandent aux Américains de justifier leur présence légale au Tchad? Alors, ce sont ces gens de personnes. Je vais chercher bon, j'espère que je vais pouvoir retrouver la vidéo. Parce que il m'a mis tellement, il a dit, mais attends, est-ce que ce gars-là, il est là à l'école, est-ce qu'il comprend français? Toi, tu penses que toi, tu peux mettre Keïta KO? Je vous en prie, faites monter le mercure, partagez. Parce que il faut que j'arrive à vous présenter cette vidéo-là. Là où j'ai parlé. Ah, c'est pas ici. Parce qu'il a pris la vidéo où j'étais, on va continuer jusqu'à ce que je retrouve la vidéo pour vous la montrer ce que j'ai dit. Alors, parce que ce petit-là, il croit être intelligent, il ne l'est pas. Il croit connaître, il ne l'est pas. Et il se livre à des... Oh là 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 là. Ok, ça est là. Dieu merci. Vous allez écouter ce que j'ai dit. Les élections tchadiennes aujourd'hui sont sous tension. Et je vous ai dit, il y a deux puissances qui sont en train de s'affronter aujourd'hui au Tchad. Écoutez bien. La France, qui semblerait-il soutient Didi Kaba. Vous vous souvenez de ça? Comment on dit? C'est Dibi Kaka, non? Ok. Écoutez bien. Dibi ou Didi Kaba, je ne sais pas trop le fils de l'autre au pouvoir. Et les États-Unis qui sont avec Success Massara, le Premier ministre actuel. Écoutez. Alors, il y a un problème sur la question de la liste électorale. Écoutez bien. Comment il faut voter? Ils ont décidé que ceux qui n'ont pas de carte d'électeur peuvent voter. Mais Success Massara, j'ai suivi, vous savez, moi je suis en tant que parlementaire. On va écouter. Je vois Success Massara dans les derniers jours de campagne qui dit à ses supporters, d'abord, il leur avait demandé de boycotter le référendum. Donc en boycottant le référendum, les gens ne se sont pas inscrits. Ils ont refusé de s'inscrire au motif. Alors, est-ce qu'au Tchad, en boycottant
le référendum, est-ce que les opposants, les soutiens de l'opposition, est-ce qu'ils sont allés s'inscrire sur la liste électorale? Non. Ils ont jugé inutile de s'inscrire. J'ai écouté Succès Massara de sa propre bouche. Je vous apporte la bonne nouvelle. Vous pouvez aller voter avec. Il a dit. Alors, ces petits, moi je dis toujours, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent confondre Keïta. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas me confondre. Mais déjà, quand je vois ceux qui prétendent vouloir me confondre, j'ai dit, mon ami, tu n'as ni l'intelligence, ni la compréhension, ni la sagesse, ni la compétence, ni le verbe, ni la connaissance pour prétendre confondre Keïta. Tu es encore petit, va te recycler, va apprendre encore. C'est le gouvernement de Dibi Kaka qui a demandé aux Américains de justifier leur présence. Mais pourtant, le jour qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais demandé aux Américains de justifier leur présence. Pour la simple bonne raison que lui, déjà, il se croyait allié de ces Américains-là. Et ce sont ces Américains-là qui soutiennent le Premier ministre. Et on a vu sa campagne qui est financée par les États-Unis. Moi, je ne vais pas perdre mon temps pour répondre à quelqu'un qui ne comprend rien à rien. Les élections. Il y a eu un reportage d'une télévision étrangère. Ils sont allés poser la question au gouvernement, aux membres du gouvernement. Ils disent que Succès Massara, volontairement, est en train d'induire le peuple tchadien en erreur. Ne peuvent voter que ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, même s'ils n'ont pas carte d'électeur avec leur pièce d'identité, avec leur permis, avec tout ce que vous connaissez, ils peuvent voter. Mais à la seule condition qu'ils soient inscrits. Mais lui, il dit aux gens, allez voter. Pendant les élections, on a été confronté à cela. Il y a eu même, aux dernières nouvelles, il y a eu des confrontations. Il y a eu des morts. Alors quand ce petit raté, ce véreux-là, il va dire, non, tu n'as pas compris. Petit idiot, là. Il faut aller voir. Est-ce qu'il n'y a pas de mort aujourd'hui au Tchad? La contestation. Ce que j'ai dit, il y a des mois en avance. J'ai dit, j'ai peur. Et je prie que Dieu mette l'eau sur le feu parce que le Tchad, la contestation, à l'issue de ces élections, risque de faire plonger le Tchad dans un chaos comme fut le cas du Kenya, comme fut le cas de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, quelque chose se prépare au Tchad, c'est pas bon. Mais quand toi tu dis aux gens, allez-y voter, sachant bien que tu leur as dit de boycotter le référendum, les gens ne se sont pas inscrits. Maintenant, les gens vont pour s'inscrire, pour aller voter, on dit non, 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 on regarde la liste, il n'y a pas leur nom. Maintenant, les gens s'énervent. Les gens veulent faire palabre. Quand toi tu t'assois dans ta petite vie de merde en France, et tu connais rien. Moi, au moins, je suis en Afrique. Je suis dans mon pays. Je suis au Mali. Et je suis mieux informé que toi qui es assis dans le pays des Blancs. J'espère avoir tort à ce petit qui croit me confondre. Mon petit, faut te réveiller de bonne heure. Tu n'es pas de taille à pouvoir affronter Keïta. Ça, au moins, je peux te donner la garantie. Alors, avec quoi on va commencer? Au Burkina aussi, on va continuer. Le peuple burkinabé aussi demande au capitaine Traoré de prolonger les élections. Rappelez-vous de ce que j'avais dit. J'ai dit, il serait intéressant que ces trois pays-là partent aux élections ensemble. Mais pas quand un part, l'autre n'est pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, le schéma que Keïta a proposé à ces trois présidents, si vous regardez bien la démarche et la méthodologie de ce qui se passe dans le Sahel, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de dire attention? Il semble que la proposition de Keïta est en train de prendre forme dans le Sahel. Est-ce que le Burkina n'est pas prêt à organiser les élections? Le Niger n'est pas prêt à organiser les élections. Le Mali n'est pas prêt. Alors, on a au minimum 2-3 ans. Dans les 2-3 ans à venir, qu'est-ce qu'il faut faire? Les grands projets que nous voulons réaliser, il faut qu'il y ait un début de commencement, surtout au Mali, les projets structurants. La question de l'énergie nucléaire au Mali, dans la médecine, comme au niveau de l'agriculture. Le Burkina, au niveau de quoi? De l'énergie. Au niveau de l'énergie au Mali,
les centrales qu'on va construire, même pour le moment, si c'est pas des centrales nucléaires, dans tous les cas, le minimum, c'est 2 ans. Donc, en donnant 3 ans à chaque pays, dans les 3 années à venir, on aura nos centrales. Que ce soit des centrales nucléaires, que ce soit des centrales thermiques, que ce soit des centrales éoliennes, mais en tout cas, notre production énergétique va augmenter pour soutenir notre ambition industrielle. Parce qu'on veut industrialiser nos pays. Il faut de l'énergie, bon marché, en quantité, en qualité et en quantité pour que nous puissions industrialiser nos États. Mais la Côte d'Ivoire ne sera jamais un État industriel pour la seule et bonne raison que pour que votre industrie puisse se développer, il faut que l'énergie soit de bon marché. C'est ce qui, vous croyez que l'Europe s'est développée comment? L'énergie bon marché. D'abord, le pillage des ressources africaines. Et puis la Russie, qui en avait tellement en abondance, a décidé de vendre ses ressources à des vil prix. La Russie ne cherchait même pas beaucoup sur l'énergie qu'elle vendait à l'Europe. Ce qui a fait de l'Allemagne la première puissance économique de l'Europe, à cause de quoi? À cause de l'énergie de la Russie. Aujourd'hui, la Russie n'est pas... Aujourd'hui, on a coupé les sources d'approvisionnement énergétique. Regardez l'Allemagne, regardez l'Angleterre, regardez la France, regardez les autres pays. Parce que l'approvisionnement énergétique a été rompu. Ils gagnaient ça à un bon prix. Donc, pour que vous puissiez développer votre énergie, pour que les États-Unis soient ce que les États-Unis sont, le petit pervers tchadien qui croit qu'il connaît mieux que moi, là, qui vient s'asseoir ici pour que je l'enseigne. Tu ne connais rien, tu fermes ta gueule qui pue la merde, parce que si tu sais qui est Keïta, tu vas te taire. Je sais que tu m'écoutes à ce moment-là. Je sais que tu es là. Tu n'es pas de taille. Tu es un plaisantin. Un petit plaisantin qui ne connaît rien. Viens apprendre auprès du maître. Viens t'asseoir auprès du baobab de Dieu. Dieu a établi un baobab qui s'appelle Cheikh Oumar Keïta. Viens apprendre. Viens t'asseoir au pied de la sagesse. Les États-Unis, pour atteindre leur niveau de développement, après les différentes guerres, il y a eu d'abord la guerre de sécession, on dit non, il faut rester unis. Donc, ils ont gagné la bataille de l'unité. Maintenant, il faut se lancer dans cette production. D'abord, les États, dans certains États, le pétrole a été découvert, l'or a été découvert, certaines matières premières ont été découvertes, donc ils ont commencé à industrialiser le tissu économique américain. Mais arrivé à un moment donné, Oufo, il a dit, vous l'avez écouté la dernière fois quand je fais passer le truc d'Oufo. Il dit, les Américains n'en ont pas suffisamment pour pouvoir en céder à leurs frères européens. Donc les Américains, ils se sont dirigés vers où? Puisqu'ils n'ont jamais eu de colonie. Ils se sont dirigés vers la Méditerranée, vers l'Asie, pour avoir la source d'énergie dont ils ont besoin pour financer et construire leur tissu industriel. L'Arabie Saoudite était là. Le Koweït était là. L'Irak, à l'époque, était là avant l'arrivée de Saddam Hussein au pouvoir. La Libye était là avant l'arrivée de Muammar Kadhafi au pouvoir. Voilà comment les Américains ont financé leur développement industriel à partir des pays de la Méditerranée. Ensuite, ils ont commencé à normaliser leurs relations. Donc, je vous donne ces exemples-là pour que vous compreniez bien que pour que votre développement industriel puisse avoir réellement lieu, il vous faut forcément de l'énergie bon marché pour que ce que vous produisiez, vous puissiez les vendre. Les Européens accusent aujourd'hui la Chine de la surproduction. Les Chinois ont dit, vous mentez, on ne fait pas de la surproduction. Parce que, en fait, cette communication, cette narration, ce narratif, ce récit, il a été savamment préparé dans les officines États-Unis et Europe. Il faut vendre ça à nos populations. Il faut faire croire à nos populations que la Chine subventionne ces entreprises. La Chine produit trop. Voilà la technique de l'Occident. Au lieu de se remettre en cause, tirer les leçons de leurs échecs, ils mettent en place un narratif dans le seul but de dénigrer et de s'attaquer à la Chine.
la Chine produit trop, cela devient un problème pour nos entreprises. Mais attention, la Chine a bâti son modèle économique en fonction de sa vision politique. Vous avez créé votre modèle économique en fonction de votre vision économique. Il se trouve que votre vision économique, c'est de la prédation, c'est le vol, c'est la manipulation, c'est la corruption. La Chine dit, il faut faire la production de masse pour vendre à moindre coût. Vous dites non, il faut aller sur ce qu'on appelle l'économie du marché. Que dit l'idée de l'économie du marché? Produire moins, vendre plus cher. Parce que s'il y a en abondance, vous êtes obligé de vendre moins cher. Moins il y en a, vous vendez plus cher et vous faites plus de profit. Voilà le capitalisme occidental. Mais le capitalisme communiste chinois dit produire plus, vendre moins. Autant pour moi. Produire plus, oui c'est ça, et vendre à moins coût, à moindre coût. Eux ils disent produire moins, vendre à un coût élevé. Donc vous voyez la contradiction, mais aucun journaliste de ces soi-disant pays de démocratie et des droits de l'homme n'arrive à faire, ou du moins ils font exprès, et tous soutiennent le narratif de leur gouvernant. C'est-à-dire, les entreprises chinoises sont subventionnées par le gouvernement chinois et c'est une concurrence déloyale. Mais c'est absolument fou. Alors, si le gouvernement chinois subventionne ces entreprises, pourquoi vous ne pouvez pas subventionner vos entreprises aussi? Il faut les subventionner. C'est parce que vous êtes pauvres. Donc, la réalité, voilà Keïta, le baobab de Dieu implanté au milieu de l'humanité. Voilà Keïta encore qui vient vous dire quelque chose à laquelle beaucoup ne s'y attendaient pas. Si les Chinois, le gouvernement chinois subventionne ces entreprises, pourquoi vous, occidentaux, qui dites que vous êtes riches, nous, Africains, nous sommes pauvres? Alors, la réalité, la voici. Pourquoi le riche ne peut pas subventionner ses propres entreprises pour les rendre compétitives face à un pays qui n'est pas classé comme un pays riche, la Chine? Alors, Keïta vient encore de démystifier le système capitaliste occidental qui ne vaut absolument rien, qui ne tient pas la roue. Si ce système était un système solide, un système fiable, quelle que soit la situation en Ukraine, quelle que soit la situation avec la Russie, leur économie devait supporter le poids. Mais pourquoi l'économie occidentale ne peut pas supporter le poids? Parce que l'économie occidentale n'est pas bâtie sur du roc. Dieu dit, construisez votre maison sur la fondation solide, au cas où il y aura des secousses pour que votre maison puisse résister. Alors vous voyez que le modèle économique occidental a été construit et bâti sur du sable. C'est ça la réalité. Nous ne voulons pas cela. Puisque nous avons les sources d'énergie chez nous, nous allons l'exploiter et vendre notre énergie moins chère parce que nous n'allons pas acheter cette énergie avec quelqu'un, nous la produisons nous-mêmes et nous allons la mettre sur le marché à un moindre coût pour que nos entreprises puissent produire en quantité et en qualité à un prix, à un moindre coût. En d'autres termes, quand nos entreprises seront en mesure de produire en qualité, en quantité, alors la production sera vendue moins chère. Donc, on n'aura aucun problème. Pour acheter une voiture de 20 millions aujourd'hui, on dit on la vend à 5 millions demain. Tous les Maliens seront propriétaires de véhicules, tous les Nigériens et Burkinabés. Parce qu'on aura la matière première bon marché. Puisque c'est ce qui finance. C'est le point de départ de tout tissu industriel. Prêt à la banque, tout ça c'est zéro, mon ami. Keïta est prêt à discuter avec n'importe quel banquier sur ce plan. Il connaît pour lui, mais Keïta connaît mieux que lui. Le développement industriel, c'est pas les prêts bancaires. Ok, supposons, vous avez des prêts bancaires, on vous a donné 1 milliard. Et puis vous construisez votre entreprise. Chaque année, vous devez payer le courant à 1 milliard.
quel bénéfice vous allez réaliser? Quel produit vous allez vendre? Qui va acheter? Parce que si vous payez 1 milliard de factures d'électricité, ça veut dire que la voiture que vous devez vendre peut-être logiquement à 1 million, vous serez obligé de vendre cette voiture à 50 millions. Qui va l'acheter? Qui va l'acheter? La voiture de 50 millions, qui va l'acheter? Alors, par rapport à ceux qui ont l'énergie bon marché, qui n'ont pas peut-être eu les prêts de la banque, 20 milliards, mais qui se sont débrouillés avec le peu qu'ils ont investi. Et puisqu'il y a l'énergie bon marché, ils produisent et puis ils vendent à 100 000 francs. Donc, ils produisent plus et puis ils vendent moins cher. Et en un an, ils font plus de bénéfices que celui qui a eu le prêt de 20 milliards. Alors, vous croyez que c'est forcément les prêts qui déterminent? Ce n'est pas l'argent. En fait, c'est le facteur qu'on veut nous amener à ne pas comprendre le mécanisme de mise en place d'un tissu industriel profitable au peuple. Mais on veut mettre des difficultés devant nous pour nous empêcher de voir la réalité. L'argent, 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 l'argent et l'argent. L'argent, c'est vrai. Mais avant l'argent, il y a ce qu'on appelle des études de faisabilité. Et puis, des études, après les études de faisabilité, il y a une autre étude encore que vous le faites. Il y a 2 ou 3 ans, pour 2 ou 3 sortes d'études. L'étude du marché, voilà, merci. Après l'étude de faisabilité, il y a l'étude du marché. L'étude de faisabilité, ce que vous voulez faire, est-ce que c'est possible? Si c'est possible, l'environnement, si c'est possible, les conditions juridiques, les conditions légales, si tout ça est fait, vous avez des garanties juridiques, donc la faisabilité, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. La deuxième étape, c'est l'étude du marché. Ce que vous allez faire, regardez le marché. Est-ce que vous pourrez le vendre? Est-ce qu'il sera accessible? Quel sera le comportement du marché? Est-ce que le marché, c'est là, dans la mise en place de l'étude du marché, il y a un élément qui a échappé à 90% des commerçants maliens, c'est-à-dire l'étude, inclus dans l'étude du marché, la promotion. Toute personne qui fait une étude de marché et ne tient pas compte de la promotion, mon ami, prends ton sac, il faut partir. Il vaut rien, il connaît rien. On ne peut pas faire une étude du marché et exclure la promotion. Mais les Maliens, ils ont conçu leur business, ils n'ont jamais, je connais des Maliens qui ont construit des sociétés par-ci, par-là, ils n'ont jamais inclus dans leur étude du marché l'aspect promotionnel. Jamais. C'est leur choix. Mais tôt ou tard, ils vont payer un prix pour ça. Parce que quand vous êtes habitué à vous asseoir dans votre petite boutique, dans votre usine, et puis vous attendez que les gens viennent acheter. Le jour que quelqu'un va venir avec une stratégie, vous allez dire protection du marché. Il n'y a pas de protection du marché. Entre les pays de l'AES, il n'y aura jamais de protection du marché. Ça veut dire que le Burkinabé va venir vendre au Mali ici avec sa promotion. Le Nigérien viendra ici. Mais le Malien, est-ce que tu es prêt à ça? Moi, je vous regarde tous aujourd'hui. Alors, donc, voilà la réalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous disons que le président Assimi Goïta doit aller au minimum à 5 ans. 5 ans de transition. C'est ce que nous disons. Il y a quoi? Quoi? Ouais. Attends, je vais arrêter ça pour... Donc, c'est tout à fait normal. Le président Goïta, c'est la raison pour laquelle on dit au président Goïta d'aller jusqu'à 5 ans. Je dis bien, c'est la raison pour laquelle nous disons au président Goïta d'aller à 5 ans. Et après les 5 ans, qu'il se présente. Parce que le projet qu'il est en train de piloter aujourd'hui, ce n'est pas un projet de campagne, ce n'est pas un projet d'élection. C'est ce que les assises nationales de la refondation ont demandé au président Assimi Goïta. Les assises lui ont demandé et les assises ont proposé des chantiers. C'est sur la base de ces propositions que le président Assimi Goïta est en train de travailler.
Donc, vous demandez à quelqu'un de faire un travail, vous lui donnez le temps de réaliser son travail. C'est en cela que ceux qui vont partir, le temps que je vérifie rapidement quelque chose, vous allez perdre parce que je vais développer tout de suite. Pourquoi nous ne pouvons plus accepter l'ingérence extérieure quand le peuple malien lui-même a donné mandat au président de s'attaquer à un certain nombre de chantiers. C'est le même peuple qui dit à Assimi Goïta, voilà le chantier qu'on te demande, pardon, voilà les différents chantiers que nous souhaiterions te voir réaliser. Mais pour ce faire, nous, peuple souverain et légitime du Mali, on te donne aussi le temps de réaliser cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été suffisamment intelligent pour comprendre ça? C'est ici que ça se passe. Le baobab que Dieu a planté au milieu de l'humanité, il s'appelle Cheikh Oumar Keïta. Donnez-moi une seconde, je reviens tout de suite. Le temps de revenir, je vais vous amener à écouter le président lui-même. C'est important, on va l'écouter. Je vais rapidement vérifier ça et puis je viens. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'est achevé vendredi 10 mai 2024 à Bamako avec l'adoption du de 2 à 5 ans ont suscité la candidature du colonel Assimi Goïta. À la prochaine élection présidentielle. 12. Élevé au grade de général, le colonel Assimi Goïta. Dans son intervention, l'importance de cette prolongation. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'est achevé vendredi 10 mai 2024 à Bamako avec l'adoption d'une centaine de recommandations. Après 5 jours de travaux, les participants à ce dialogue ont recommandé, entre autres, l'ouverture de négociations avec les groupes armés du Mali et l'allongement de la période de transition de 2 à 5 ans. Ils ont également demandé au colonel Assimi Goïta de se présenter à la présidentielle, ce qui mettrait fin à cette période de transition. Les participants au dialogue ont souligné l'importance de cette prolongation pour consolider les réformes en cours, garantir la sécurité et la stabilité du pays. 10. Proroger la durée de la transition de 2 à 5 ans. 11. Susciter la candidature du colonel Assimi. Attendez, Attendez. Chacun n'a qu'à partager 10 fois. C'est pas vrai. Ah, Keïta, tu souffres. Regardez ce qu'ils ont fait. Ah, quand le baobab parle, c'est pas bon. Il dérange, il détruit. On est coupé encore. Hein? Vous voulez couper? J'ai enlevé le micro là même pour attraper. Vous voulez couper? Les gars, attendez, j'ai replacé le micro. Mon frère Bachili, tu es là. Tu vois comment ton frère souffre? Tu vois comment Keïta souffre? Hein? On va écouter. Goïta. Susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. 12. Élevé au grade de général, le colonel Assimi Goïta. Dans son intervention, le président de la transition, avant de saluer le comité du dialogue intermalien, a salué le peuple malien pour sa prise de conscience et sa résilience face aux enjeux de l'heure. Une fois de plus, c'est jouer notre destin collectif et nous venons de donner la preuve qu'en nous inspirant de nos valeurs séculaires, nous pouvons être à la hauteur des défis historiques. Le mérite revient tout d'abord au peuple malien résilient
qui a su se mobiliser en ayant une conscience claire des enjeux de l'ère. En effet, face à la gravité de la situation dans laquelle notre pays s'est retrouvé et qui menaçait les fondements même de l'État, le peuple malien a opéré une prise de conscience qui lui a permis de s'engager dans la voie de la concrétisation de sa souveraineté. Initié par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, après que le gouvernement malien a condamné et rejeté l'accord d'Alger de 2015. Alors, je vous invite à aller écouter les médias français et occidentaux, comment ils vont analyser cela, mais que cela ne tienne. On n'est nullement intéressé. Chacun est libre de parler, chacun est libre de penser, chacun est libre de se tromper, chacun est libre de se fourvoyer. Ça ne nous intéresse pas. Alors, quand vous écoutez la prolongation de la transition, la candidature d'Assimi Goïta, deux éléments clés, ce n'est pas, écoutez très bien, ce n'est pas un parti politique. À la différence avec les marmailleurs, les corrompus, les criminels et les vendus comme Alassane Ouattara, Patrice Talon, je vais revenir, je vous ai dit. Juste une petite pause. J'ai commencé mon direct en disant qu'il y a un petit plaisantin, je ne sais pas s'il est tchadien, oui, qui m'a envoyé une de mes vidéos, et puis sa petite vie de merde, il dit, tu t'es trompé. J'ai dit, petit, il faut te réveiller tôt le matin. Tu n'es pas de taille, tu n'as ni la sagesse, ni la connaissance. Encore, par respect, je vais même pas dire ton nom, parce que ça n'en vaut pas la peine. C'est te donner une valeur que tu n'as pas. Prononcer ton nom pendant mon direct, c'est te faire une fleur. Alors, écoutez, je vous en prie. Quand j'ai dit que Patrice Talon était un menteur, je vous ai dit, quand Dieu plante son baobab et puis il parle, et qu'il y a le doute dans l'esprit de certaines personnes, Dieu passe encore par un autre chemin plus approprié pour établir la vérité qui est sortie de ma bouche. Tout ce que j'ai dit de Patrice Talon, des preuves sont sorties ces derniers jours sur la présence d'une base militaire française au Bénin, à 600 km de Cotonou. Je crois que la dernière fois, je me suis trompé en disant les capitales. Il y avait, comme on appelle ça, Togo, ça c'est Lomé, Bénin, c'est Cotonou. Donc je m'étais trompé, toutes mes excuses. Vous voyez? On va revenir, Patrice Talon. Tu n'as rien compris encore. On arrive. Alors donc, je vous en prie, écoutez très bien. C'est le peuple souverain, le peuple du Mali, les enfants du Mali. Quand je dis le peuple du Mali, je parle de la grande majorité du peuple malien. Je parle de la grande majorité de ceux qui se reconnaissent comme enfants du Mali, qui aiment leur pays, qui sont patriotes et qui accompagnent ce peuple souverain, légitime, dans sa quête pour une souveraineté véritable et totale. C'est de ceux-là que je parle. C'est ce peuple-là qui a donné mandat à Assimi Goïta avec un chronogramme, avec un ensemble de projets. Vous qui êtes connectés en ce moment, commencez par mon frère Bachili, Makandiara, Boubacar Ali, Waza, tous. Vous appelez un entrepreneur. Je veux construire ma maison. Voilà comment je veux que ma maison soit. Vous donnez les directives. C'est moi qui vais payer le matériel. Je veux que tu construises ma maison, mais je ne veux pas que tu construises ma maison dans la précipitation. Tu as été pressé, tu finis pour moi pour aller faire pour quelqu'un de non. Je veux que tu prennes le temps dont tu as besoin. Parce que je veux une maison solide. Je veux une maison dure. Je veux une maison propre. Je veux une maison enviée. Je ne vais pas lésiner sur les moyens, mais tu prendras ton temps pour bien construire ma maison. Il appartient à l'entrepreneur de dire oui ou de dire non. Assimi Goïta a dit oui. Assimi Goïta est l'entrepreneur qui a été recruté par le peuple malien. Contrairement
aux politiciens, aux véreux qui viennent avec des programmes qui ne tiennent pas la route. Je vais vous donner 1 milliard par jour à Alassane Ouattara, ce vieillard de 82 ans. Que Dieu ait pitié de l'âme d'Alassane Ouattara. Que Dieu ait pitié de la tombe d'Alassane Ouattara. Sinon, ce monsieur-là, le jour où ils vont le prendre pour aller l'enterrer, c'est le feu qui va se déclarer. On ne pourra pas l'enterrer. Tellement Dieu lui-même est énervé contre Ouattara. 1 milliard par jour. Et vous avez des pédés, des ratés, des vauriens, des voleurs, des criminels, des assassins, des merdiques comme Touré Mamadou, et puis ce drogué de gouverneur du district d'Abidjan, ce voleur d'Adjoumani, toute cette merde qui suit Alassane Ouattara, que personne n'est capable de dire président. Est-ce que il faut pas mettre un peu d'eau dans votre vin là? Vous mentez, monsieur le président Ouattara. Vous mentez. Sans vergogne, sans gêne. Il ment et puis il met s'arrêter devant les gens, il parle comme il n'y a rien. Les 1 milliard par jour, là où ça est. Alors, si Alassane Ouattara qui a promis 1 milliard par jour, il n'a pas été capable de donner 1 seul milliard depuis tout ce temps. C'était le, quoi, c'était quoi, 31 janvier, non? Non, 31 janvier, 31 décembre 2023. Ou bien, je me trompe. C'était depuis 2000 combien il a promis les 1 milliard par jour, là. Est-ce que les Ivoiriens ont vu là? Au lieu de 1 milliard par jour, les factures d'électricité passent du simple au triple, du simple au double. Ah, Ouattara, champion. Non, tu es fort. Tu n'as même pas honte. Tu n'as aucune dignité. C'est fini pour toi. Alors, voilà Assimi Goïta, qui n'a pas pris d'engagement, qui n'a pas fait de promesses. Il a seulement dit, si j'échoue, c'est la jeunesse qui aura échoué. C'est tout ce qu'il a dit. Mais, tous les jours que je me réveille, je souris à la mort. Je suis prêt à donner ma vie pour ce pays-là. Alors, un tel président, vous venez me dire, voilà Bazoum qui a dit, un homme d'honneur respecte sa parole. Dieu dit, toi Bazoum, tu es un homme d'honneur, Bazoum. Alors, je vais te montrer qu'il ne faut pas trop parler quand on n'est pas un homme d'honneur soi-même. Dieu dit, général, tu es où là? Il dit, je suis là. Il dit, serviteur, va tout de suite au palais, il y a quelque chose qui se passe là. Tu arrives là-bas, tu prends Bazoum, tu le mets en détention. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je suis avec mon peuple du Niger. Il a exagéré. C'est fini pour Bazoum. J'ai entendu sa petite fille pervers ratée qui commence à se pervertir sur les plateaux de RFI, les journaux français. J'ai dit, petite fille. D'abord, en Afrique, c'est une malédiction. À ton âge, tu n'es pas marié. Ouais, je le dis, hein, moi, je m'en fous. Les femmes insultent moi. Ça, c'est pas mon problème. La femme, c'est un foyer. Je respecte tu es dans ton foyer, tu es respecté. Tes enfants sont respectés. C'est toi qui l'as c'est même pas. Et puis, tu peux pas dire le nom de son mari parce qu'elle n'est pas mariée. Parce qu'on dit Ina Bazoum. Pourquoi on dit pas le nom de son mari? Si réellement elle est mariée et pas on dit Ina Bazoum, alors vous posez-vous la question. C'est quel genre de mariage ça? C'est quel genre de mariage? C'est quelle femme ça? À son âge, regardez son visage. Vous croyez qu'elle est née de la dernière pluie? Elle a tourné dans la quarantaine aujourd'hui. Si elle n'est pas dans la quarantaine, elle n'est pas là. Elle a entre 35 et 40, sinon plus. Elle n'est pas mariée. Et puis c'est toi qui parles, les blancs, tes blagues, tu es là-bas, là. Alors, il y a quelqu'un qui dit le seul, lui qui doit être sonné à l'Occident. Voilà Assimi Goïta, qui n'est pas venu avec un programme. Il est venu parachever une lutte. Il dit aux Maliens, je vous ai soutenu pour une cause noble et juste. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse du pouvoir que vous m'avez donné? Parce que ce pouvoir-là, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous, peuple souverain. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Le peuple malien répond à Assimi Goïta. On te retourne le pouvoir avec des orientations. Assimi Goïta dit, j'accepte le pouvoir avec les orientations. Je commence mon travail.
Alors, et puis il y a une CEDEAO et un président raté, pervers, PD appelé Macron, et puis cette merde appelée Union européenne, ces voyous appelés américains qui n'ont jamais respecté la démocratie chez eux. Sinon, on veut bien comprendre pourquoi ils sont en train de s'acharner sur Donald Trump. Quelqu'un qui sera nominé, vous le jugez, est-ce que vous pourrez le mettre en prison? Parce que ce sera une première dans l'histoire. Et les secousses que cela va entraîner. Arrêtez Donald Trump. Alors, là, je fais une petite pause encore, les gars. Je vous jure que je souhaite que nos présidents aient la force psychologique de Donald Trump. Je prie Dieu, franchement, que nos présidents aient la force psychologique de Donald Trump. Je ne dis pas que j'aime Donald Trump, parce que quand Keïta parle souvent, il y a des petits ratés qui comprennent rien, comme cette merde de Tchadien qui m'a envoyé. Écoutons bien. Ce que je dis, que Dieu donne le charisme, la force, la détermination de Donald Trump, que Dieu ajoute ça sur la détermination de nos présidents, ce qu'ils ont déjà là, que Dieu ajoute. Parce que regardez, monsieur, il sort de la salle d'audience et puis il va faire campagne. Il ne sait même pas qu'il a une audience. Mais l'objectif de l'audience n'est pas de condamner Donald Trump. J'ai fait cette révélation pour vous, si ça n'est une. C'est pour briser Donald Trump psychologiquement. C'est pour l'affaiblir devant Joe Biden. Parce qu'ils savent qu'en le condamnant, ils vont créer un dangereux précédent. Et ils risquent d'avoir confrontation armée aux États-Unis s'ils veulent condamner Donald Trump. Ils le savent. Mais il faut l'affaiblir psychologiquement pour que Joe Biden puisse passer. Il faut le ternir moralement pour que Joe Biden puisse passer. Voilà tout le sens de ce procès. Mais curieusement, chaque jour quand Donald Trump sort des salles d'audience, il est plus déterminé, plus engagé. Parce qu'on lui dit tous les jours il doit aller au procès. On l'empêche d'aller faire campagne sur l'ensemble du territoire. Mais là encore, c'est parce qu'il n'y a pas été en juillet, il y aura la nomination. Il sera nominé en juillet. Alors, s'il est nominé, tous les procès juridiquement doivent s'arrêter. Il va faire sa campagne présidentielle comme il se doit. Vous voyez un peu? Alors, chez nous ici, on n'a pas vu les Nations Unies, on n'a pas vu l'Union Européenne. Ah, pourquoi vous faites ça, Donald Trump? C'est un candidat, comme c'est un candidat gênant. Mais non, 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 non. Parce que Donald Trump ne défend pas leur vision maléfique et satanique. On se tait. Mais c'est chez nous ici qu'ils ont la gueule puante pour intervenir. Voilà la différence entre le Mali, le Burkina, le Niger et tous les autres pays de merde. Notre transition, c'est la volonté, c'est la manifestation de la volonté souveraine de nos peuples. Et ce sont nos peuples qui ont donné mandat et quitus à nos présidents avec à la clé des réformes institutionnelles et des projets structurants. Et en même temps, nos peuples disent, on vous donne le temps qu'il faut pour réaliser ce dont nous vous avons établi, nous-mêmes en tant que peuple souverain. Nous vous avons établi en tant que président. Alors, il n'y a plus une histoire de 2 ans. Souvent, les gens ont tendance à vouloir mettre la Constitution au-dessus, alors que le préambule de la Constitution malienne dit « La vie humaine est sacrée. Le peuple est souverain, légitimement souverain. » Et c'est ce peuple-là qui a accepté de se doter d'une Constitution. Ce même peuple peut décider de se défaire de cette Constitution. Pour preuve, nous sommes dans la 4e République. Combien de constitutions ont été votées par le peuple? Donc c'est le peuple souverain qui décide. Ce n'est pas la Constitution qui décide pour le peuple, c'est le peuple qui décide de se soumettre à la Constitution. Ce n'est pas la même chose. Le peuple dit, je donne une partie de ma souveraineté à la Constitution pour que je sois gouverné en société. Voilà la différence entre ce qu'on veut nous faire croire, qui est absolument fou,
est la réalité qui est indélébile. Aujourd'hui, le même peuple qui s'est doté de la 4e République à travers cette nouvelle constitution, c'est le même peuple qui dit à Assimi Goïta, sois notre candidat. La transition ira à 5 ans et au terme de ces 5 ans, tu seras notre candidat. Parce que nous t'avons confié une mission. Et cette mission, elle n'est pas finie. Elle n'a pas été accomplie totalement. Donc, le peuple malien ne se reconnaît pas dans ce que dit ou peut dire des petits pervers appelés responsables de partis politiques de merde. Assimi Goïta l'a dit tout à l'heure, vous l'avez entendu. Les fondements même de l'État du Mali étaient menacés par la faute de qui? Des politiciens. C'est pourquoi souvent quand vous parlez avec les gens et que vous commencez à expliquer la profondeur de la menace qui guettait le Mali, vous vous rendez compte, les gens disent, ah Keïta, franchement, on ne savait pas que c'était comme ça. C'est pourquoi mon combat de tous les jours, c'est de dire au président, je ne sais pas, je ne connais pas le rôle du ministre de la Communication. Alors, une autre parenthèse encore. À ce petit raté de Tchadien qui croit me confondre. J'espère que tu es encore là. Aujourd'hui, là, je suis dans... Ça dit, je suis tiré de l'élite et tu es ma cible aujourd'hui. Alors, vous avez tous vu, si vous ne l'avez pas vu, allez-y sur le site de l'ORTM Mali. Il a fallu que je me batte pour qu'on ait un débat sur la mort de Hugo, le fameux terroriste que les Américains avaient mis la tête à prix. Et ce n'est que la fin de la semaine passée, non, c'est cette semaine, pardon, ce n'est que cette semaine qu'il y a eu un débat là-dessus, au niveau de l'ERTM. Alors, ce petit Tchadien pervers-là, est-ce qu'il croit que Keïta est son camarade? Est-ce que le ministre n'a pas entendu? Il a entendu. Est-ce que le directeur de l'ERTM, parce que j'ai demandé au président, qu'est-ce que le ministre fait encore en fonction? Le débat. Vous avez tous vu, Bachili. Après, si vous voulez contacter mon frère Bachili, il va vous donner le débat. L'ERTM a fait un débat. Il a fallu que je me batte pour ça. Est-ce que moi j'ai besoin de me battre pour ça? Pour que l'ERTM fasse un débat? Est-ce que le jour même, le monsieur et moi, le lendemain, on aurait dû faire un débat? Le lendemain, on aurait dû faire un débat. Mais il a fallu que Keïta parle. Ah, ils sont en train de couper. Il a fallu que Keïta parle. Vous savez, ils ont un système. Quand ils font ça, moi j'ai compris leur système. Il y a ça, il y a deux. C'est pas des bracelets d'ornement, hein. Non, non, non. Pour les musulmans, vous connaissez Yatal Kourisi, c'est ça, non? Voilà, la sourate. Yatal Kourisi, c'est ça qui est là. Qui est gravé sur ce bracelet ici. C'est ce bracelet ici. Alors, je l'ai acheté. Bon, c'est quand même beaucoup cher. J'ai acheté 4. J'ai donné un à mon fils Ahmed. Il était venu me voir, je lui ai donné un. Pour lui, c'est le doré. Et moi, j'ai porté les deux, aux deux poignets. Et puis, j'ai donné le bracelet à la main de Gaucho. Alors, quand il coupe comme ça et que vous avez ce micro, il y a un système, si vous ne maîtrisez pas, quand il coupe et puis il ramène, si vous ne maîtrisez pas, le direct, vous ne pouvez plus aller en direct encore. Vous serez obligé de couper votre direct. Mais, comme je dis toujours, je n'ai appelé personne, je n'ai demandé conseil à personne, je ne suis jamais allé dans une école, je suis assis, et puis l'Éternel dit, quand il coupe coupe ton micro. Quand tu coupes ton micro, quand ça revient là, tu mets ton micro en marche et puis ton direct, tu continues avec. Donc, ils vont couper 1000 fois, ils ne pourront pas m'empêcher de continuer. Parce que, vous voyez, chaque fois quand ils coupent, j'ai bien. C'est un réflexe comme ça, hein. Ce n'est pas quelque chose que, non, non, non. Maintenant, je donne aussi l'astuce à ceux qui font direction au couple, là. Et que vous utilisez des micros, comme ça,
vous coupez votre micro en même temps. Ils ont coupé de couper votre micro. Parce que si vous ne coupez pas votre micro, le logiciel que vous utilisez va vous envoyer tout de suite une information. Il faut arrêter le direct parce que le micro ne passe plus. Vous serez obligé d'arrêter le direct parce que le micro ne passe plus. Alors là, moi j'ai compris le système. Il coupe, je coupe mon micro. Ça vient, je mets mon micro en marche. Donc ça ne perturbe pas. Alors, donc vous voyez, à ce niveau, c'est le peuple malien aujourd'hui qui décide. Donc, la transition ira parce que ce qui s'est passé là, le dialogue intermalien là, c'est fini. Hein? Ce sont les recommandations. Et les recommandations, ils ont coupé encore, c'est venu. Vous voyez, ils veulent me tester, ils ont coupé encore. Sarah, Yaya Talkoshi ici. Je suis canqué et puis assis. C'est pas amulette. C'est gravé ici. J'ai acheté je sais pas, ils ont écrit ça aussi. J'ai acheté le truc là, ça m'a coûté excessivement cher parce que j'ai acheté le grand tableau. C'est venu directement de Dubaï. Alors donc j'ai acheté ça aussi puis j'ai mis ça dans mon salon. Parce que j'ai rénové mon salon. La dernière fois que Bachili était là, c'est pas la même chose. S'il vient, il serait un peu surpris parce que Bachili, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu par le passé. Hein? Donc, et puis je suis fatigué. Moi, dans ma maison, partout. Dieu est avec moi, Dieu est partout. Dans ma vie, il est là. Vous pouvez vous fatiguer, en fait, ce que vous voulez. Alors, donc, les résultats de ce dialogue intermalien, ces résultats-là seront validés, comme les résultats des assises nationales qui ont été validés. Donc, ces résultats seront validés. Les points saillants seront présentés au CNT qui va voter. Et quand le CNT va voter, ça deviendra une loi et c'est terminé pour nous. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On n'est pas camarade de quelqu'un. Alors, vous voulez fermer, vous voulez nous attaquer, allez-y. On est prêt. Maintenant, le menteur pathétique, pathologique, le criminel sans foi ni loi, Patrice Talon, le menteur, le corrompu. On va d'abord regarder ici avant d'aller voir cette base secrète du Bénin. Ce que Patrice Talon veut nous cacher. Parti de la Bourse du Travail en passant par les carrefours, Avenue Stémez, Saint-Michel, Marina, la marche a eu pour point de chute la place de l'Étoile Rouge, dans une ambiance... Y'a quoi? Faut laisser les gens voir. Très mouvementé avec des cris et des chants, les travailleurs fortement mobilisés ont dénoncé sur tout le trajet la cherté de la vie au Bénin. Avec des bandeaux rouges autour de la tête, ils ont brandi des banderoles portant différentes mentions. Sur l'une de ces banderoles, on pouvait lire « Non à une gouvernance qui affame ». Dans la motion lue par Apollinaire Aféoué, secrétaire général de l'UNSTB, les syndicalistes estiment que la misère du peuple béninois a commencé avec la précarisation de l'emploi. On a commencé par le vote de la loi 2017. Bon. Voilà un président. Ça c'est vous les Béninois. C'est bien fait pour vous. Quoi? Bon, les gars, on va, vous savez, quand tu vis une misère, quand ton peuple souffre, et puis tu es fait gros bras avec le Niger, c'est toi le perdant. J'ai pas fini. C'est pas fini. On va continuer. On va continuer d'écouter les Béninois. Et puis, écoutez. Le de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Cette loi a en effet été l'outil imaginé par le pouvoir pour précariser l'emploi et quitter le contrat de travail de toute sa substance. Avant de prêter à une million par mois.
C'est dû à un contexte purement national. Quand pour achever les travailleurs, une fiscalité astucieuse est instaurée et contribue au renchérissement des prix de toutes les denrées. Dans ce registre, il faut rappeler que les coûts des péages et des âges ont été doublés sans surprise. Que la taxe sur les véhicules a été instaurée avec un taux. Ça, c'est la vie intérieure au Bénin. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le Bénin vit une précarité économique sans précédent. Et le président, parce que il veut essayer de dire au peuple béninois, je ne suis pas responsable, c'est le Niger. C'est le Niger qui a fui le port. Je ne peux pas accepter que le Bénin souffre et puis le Niger grossit. Le Bénin maigrit et le Niger grossit. Donc, je vais décider de suspendre leur histoire de pétrole. Mais je le dis, je le répète, cette histoire de pétrole ne touche en rien, en réalité, l'économie nigérienne. Aujourd'hui, le Niger même a du mal à pouvoir satisfaire la demande de tous ses clients en termes de carburant. Donc, cette situation de carburant, enfin, autant pour moi, de pétrole avec le Bénin, c'est la société chinoise qui va trouver les moyens pour évacuer son pétrole vers la Chine. Le mensonge qu'on a voulu nous faire croire, c'est le Bénin, c'est le Bénin. Est-ce que c'est le Bénin qui prend son pétrole et peut aller vendre sur le marché chinois? Non. Les Chinois viennent acheter à la pompe, à la source. Donc, une fois que ça sort et puis ça rentre dans les tuyaux là, ce n'est plus pour le Niger. En tout cas, jusqu'à ce que ça sorte du Niger, ce n'est plus pour le Niger. Puisque chaque goutte qui sort est déjà facturée. Tant que ça ne sort pas, c'est pas facturé. Donc, la société, puisque les Chinois, ce sont des gros inventeurs. Là où on croit que ces problèmes-là, les Chinois, là, ils viennent avec leurs gros moyens, ils arrangent ça en une fraction de seconde. Et le Bénin va perdre. Parce que le problème, c'est quoi? Il croit qu'il va mettre la pression pour que la Chine mette la pression sur le général. Mais le général avait déjà informé les autorités chinoises. Il sera inflexible et intraitable si jamais cette situation arrive. Donc, il a été demandé aux Chinois d'avoir une mesure de rechange, d'avoir un plan B. Les Chinois ont fait tout pour plaire à Patrice Talon. Ils ont donné des dessous de table, ils l'ont encouragé, ce qui fait que beaucoup de gens étaient surpris de voir que le transport du pétrole du Niger au Bénin avait commencé, beaucoup parmi nous. Il y en a même qui ont pensé que le général avait trahi, mais le général, il est resté en retrait. Et il savait que ce n'allait pas aboutir. Et nous tous, on savait que tôt ou tard, avec la fermeture de la frontière, ils vont, alors que c'est deux choses totalement différentes. Mais pour la simple bonne raison que le Bénin n'arrive plus à gagner l'argent. Parce que le port béninois a été déserté. Mais ce n'est pas le pétrole nigérien qui appartient au Niger qui va au port du Bénin. Certes, c'est le pétrole porte le nom du Niger, mais ce n'est pas le pétrole du Niger sur le plan légal, sur le plan juridique. Le pétrole qui arrive au port de Cotonou n'appartient plus à l'État du Niger. Juridiquement, parce qu'il y a des clauses du contrat. Et quand vous regardez les clauses du contrat, vous vous rendez compte tout de suite que le pétrole qui est là-bas, ce n'est plus pour le Niger. C'est la raison pour laquelle le Bénin n'a pas saisi. Le Bénin aurait pu envoyer une lettre au ministère du commerce de Niger pour leur signifier ils vont plus permettre ça. Ou appeler l'ambassadeur du Niger pour dire on proteste, on ne veut plus.
Mais contrairement à tout cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est l'ambassadeur de la Chine et le représentant de la compagnie qui réside au Bénin. C'est eux qui ont été saisis par les autorités béninoises et non les autorités nigériennes. Ça, ça veut dire que le sens commun même comprend ça. Est-ce qu'on a besoin d'être un baobab comme Keïta pour comprendre ça? On n'a pas besoin d'être un baobab pour comprendre ça. Ça, c'est une logique. Si vous saisissez l'entreprise et l'ambassade de Chine au Bénin et vous refusez de convoquer l'ambassadeur du Niger et vous refusez de saisir ou d'informer le ministère du Commerce et du Niger, donc en quoi est-ce que le Niger est concerné par votre décision? Le Niger n'est pas concerné. Il appartiendra maintenant à l'entreprise chinoise de trouver les moyens pour financer, évidemment. On va écouter maintenant ceci. On va écouter maintenant. Permettez-moi d'abord d'agrandir l'image. Le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. Ah. Contrairement à la version des autorités béninoises, le Nord Bénin abrite bien une base secrète française. Des témoignages clés recueillis sur place récemment, mais aussi des reportages de la presse française elle-même renforcent la thèse d'une présence française dans la partie septentrionale du Bénin. Le Bénin, qui n'a jamais été en guerre, cherche à se défendre. L'autoritaire président Patrice Talon compte notamment sur l'aide de la France. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage. Macron ne s'est pas fait longtemps prier. La France, en perte de vitesse, se cherche de nouveaux amis en Afrique. À plusieurs reprises, le Bénin a été évoqué comme base de repli pour une partie des forces françaises de l'opération Barkhane, expulsées du Mali en août 2022. Paris a fourni des véhicules blindés au Bénin et envoyé des instructeurs à Kandji, au nord du pays. De mystérieux instructeurs auxquels nous avons décidé de rendre une petite visite. Il faut avaler 600 km de bitume pour rejoindre le nord du pays. C'est l'axe principal du pays et c'est d'ailleurs par là que les militaires français de l'opération Barkhane ont été évacués. C'est aussi sur cette route que transite l'uranium que l'entreprise française Orano extrait au Niger. Après un long voyage, nous arrivons à Kandji. Un journaliste. Badjili, ils sont chauds sur ton frère. Vous aussi, pompez les cœurs. Hein? Pompez les cœurs, partagez. Ça fait combien, Badjili, ça fait combien de tentatives maintenant? Ça vaut 5 fois maintenant qu'ils ont tenté d'interrompre notre direct, non? Ah, j'ai compris le système. On va écouter. J'essaie de me familiariser avec la population, prendre quelques contacts pour voir la situation qu'il y a sur le terrain avec la présence des forces militaires étrangères, notamment les Français. On voit des militaires un peu partout dans la ville de Kandji et bon, dans l'allégorie, il faut dire comme ça en général, on voit là une base militaire française là qui est là. Ils sont situés dans un coin du camp militaire de Kandji. Ils ont les cargos qui atterrissent sur la piste, tout ce qu'ils veulent là, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour la formation ou c'est pour l'action? C'est pour la formation et l'action aussi. On le voit bien, les troupes françaises sont bien stationnées à Kandji, non loin de la frontière avec le Niger. Ce constat, qui crève les yeux, ne saurait donc surprendre personne aujourd'hui, surtout quand on sait que Patrice Talon a très tôt affiché son animosité envers le Niger, allant jusqu'à préconiser une intervention armée contre notre pays. Nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier, que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont venus aujourd'hui, c'est notre objectif. Mais Talon nous cache un autre objectif, servir de cheval de Troie à la France pour attaquer le Niger. Car avec ses énormes richesses, notre pays suscite beaucoup de convoitises. Écoutez, a fait aussi des envieux comme Talon qui digère très mal que le Niger ravisse la vedette à son pays, un temps présenté comme ayant le taux de croissance le plus élevé d'Afrique de l'Ouest.
Mais n'en déplaise à Talon, le Niger affichera dès 2024-2025 le taux de croissance le plus élevé de toute l'Afrique. Et comme le dit... C'est pas tout, hein. Moi, je vais vous amener ici d'abord. Je vais vous amener ici. On va écouter ça. Il faut que vous écoutiez ça. Voilà. Vous avez écouté Talon, non? Voilà. On va écouter le... La situation qui prévaut actuellement entre le Niger et le Bénin, principalement les autorités nigériennes, les autorités béninoises, quelque chose qui est malheureux et qui, moi, me peine à la fois. Le Bénin est un pays ami et frère du Niger. Écoutez bien. Nos peuples sont parents, frères et vivent ensemble depuis la nuit des temps. Ce sera toujours ainsi, éternellement. Si vous vous rappelez bien, le Bénin a été, par ma voix, a été l'un des tout premiers pays à plaider pour la levée des sanctions contre les pays qui ont été objets de coup d'État, notamment donc contre les autorités nigériennes. Est-ce que vous avez compris? Je suppose que vous avez bien compris. Le Bénin a été le premier pays. C'est pas ça? Moi, je fais pas parler avec quelqu'un. J'ai pas fini, hein. Je vais, parce que vous devez écouter ça là, qui est vraiment, c'est honteux, c'est scandaleux de voir un président qui ment. Bon, quand vous marchez avec Alassane Ouattara, c'est tout à fait normal. Alors, je vais vous ramener ici rapidement. Vous avez bien écouté ce que Talon a dit, hein. Je reviens, c'est pas fini, hein. Je vais revenir ici. Je vais vous ramener ici. Voilà. Bon, on va écouter ça. On va écouter ça. On sait que Patrice Talon a très tôt affiché son animosité envers le Niger. On va écouter ça. A préconisé une intervention armée contre notre pays. Nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier, que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force. C'est le leitmotiv des... Par la force. Alors, vous voyez, peuple du Bénin, la nature véritable de votre président, l'immaturité, l'insolence. Quand tu veux mentir, et nous disons toujours, grâce à Dieu, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent de revenir en arrière sur les propos que vous avez tenus. Voilà un président idiot qui n'a aucune crédibilité ni honneur. La moralité a foutu le camp de la vie de cette merde, de cette canaille qui se dit président. Vous voyez le ton agressif avec lequel il parle d'intervention militaire au Niger. Et vous l'avez vu tout à l'heure comment il a parlé. Le Bénin a été le premier pays à demander la levée. Alors, quelqu'un qui était prêt à vous tuer, à vous asphyxier, qui aujourd'hui abrite une base militaire. Et la base militaire est à la porte du Niger. Comme quoi, la France n'a pas encore digéré son départ. Mais Dieu, sachant faire les choses, nous avons désormais des partenaires fiables avec qui nous pouvons travailler. Nous ne disons pas que la Russie va venir se battre pour nous. Non. La Russie a ses propres problèmes. Mais ce que nous disons ici, toutes les armes dont nous avons besoin pour défendre notre souveraineté, on n'aura même pas peur d'affronter les Américains, soyez certains. Les Américains ont gagné quelle guerre? Après la Deuxième Guerre mondiale, où la coalition a gagné, ce qu'on appelait la Grande Guerre. Les Américains ont mené quelle guerre? Ils ont échoué au Vietnam. Les Américains ont échoué au Vietnam. Ils ont échoué en Corée. Ils ont demandé une zone tampon entre les deux Corées. Ils ont échoué en Irak. Évidemment, ils ont détruit, mais ils ont échoué. Ils ont assassiné Saddam Hussein, ils ont échoué. En Syrie, ils ont échoué avec la présence russe.
Ils ont gagné où? Les Américains ont gagné quelle guerre? Le temps moderne aujourd'hui qu'on parle. Les Américains ont gagné cette guerre. Alors, si vous voyez que la guerre de l'Ukraine ne cesse de s'amplifier, parce que après avoir échoué, parce que là où les Américains ont échoué, même en Cuba, avec Fidel Castro, ils ont échoué. Là où les Américains voulaient en finir, et là où les Américains, c'est la Russie qui a soutenu ces pays-là. Le Vietnam, la Syrie, l'Irak, Cuba, c'est la Russie. Enfin, l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, c'était l'URSS. Donc les Américains ont échoué partout. Alors quand je dis que nous n'avons pas peur d'affronter les Américains, c'est la réalité. Les Américains ont peur d'une seule chose. Et la seule chose qui fait que les Américains ne pourront jamais vous attaquer, je vais vous donner le secret des Américains. Si les Américains savent que vous avez des missiles balistiques intercontinentaux capables de frapper n'importe quelle ville américaine, jamais jusqu'à la fin des temps, les Américains ne vont vous attaquer. Les Américains gueulent, crient sur l'Iran, ils vont jamais attaquer l'Iran parce que l'Iran a des missiles intercontinentaux. La Corée du Nord, c'est la même chose. Tous les pays qui sont militairement, technologiquement avancés avec des missiles capables de frapper le territoire américain, jamais les Américains ne vont s'aventurer là-bas. Ils se sont aventurés en Irak, en Syrie, en Libye, parce que ces pays-là n'ont pas les moyens de lancer. Pourquoi la Corée du Nord a pris le temps de s'armer, de s'équiper pour devenir une force de dissuasion? Aujourd'hui, ils préfèrent négocier la Corée du Nord que de prétendre vouloir attaquer la Corée du Nord. Souvent, ils racontent leur petite vie de misère. Oh, on peut les effacer de la carte. Eh oui, d'accord. En les effaçant de la carte, n'oubliez pas qu'eux aussi sont capables aussi d'effacer une grande partie des États-Unis de la carte. Et là, vous ne le dites pas. Mais ça, c'est une réalité parce qu'ils ont des missiles qui peuvent atteindre n'importe quelle ville américaine, n'importe quel État américain. Et pas des missiles qui seront interceptés par vos soi-disant patriotes anti-missiles ou anti-quoi la même. C'est la réalité. Et aujourd'hui, quand les Américains veulent s'installer en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, ils sont chassés du Tchad. Les Français veulent se renforcer au Bénin, au Nigeria. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est un élément qui a échappé à beaucoup de personnes. C'est pas ça? Cette partie-là, la présence militaire française au Bénin, au Nigeria. Pourquoi? Pourquoi? Je vais me désaltérer un peu, vous laissez écouter notre page publicitaire. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damisa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni man kan, i niyɔrɔ kuma e ti fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na, a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la, ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ Ala ne den in furakɛli kama. Ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle. O ti kɛ gansan. Ni ko ma kɛ ko ti dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damisa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye. K'o fara Damisa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw ma
mun yɔrɔ ka ja sanafɔ kɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sanafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sanafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la. Alors, évidemment, c'est toujours notre produit d'AMSA, enfin nos produits d'AMSA. Mais avant de commencer, vous savez, il y a des personnes qui, par leur attitude, leur comportement, si Dieu lui-même ne vous instruit pas suffisamment, ne vous enseigne pas suffisamment la maîtrise de soi, à cause de leur comportement irrespectueux, scandaleux, vous risquez même de prendre la décision, même d'écarter complètement. En tout cas, ce qui me concerne, tous ceux qui ont me contacté en Afrique ici, pour ne plus leur vendre nos produits, à cause de l'attitude irresponsable de certaines personnes. Les gens pensent que quand ils vous donnent leur argent, ils croient que c'est le monde qu'ils vous ont donné. Il y a une dame qui est au Burkina Faso, une certaine Salimata, j'ai pas envie de parler, mais je vais le dire, qui a osé attaquer mon neveu, mon fils Ahmed, en nous traitant de menteurs. Pour la simple bonne raison que le véhicule qui est chargé de faire sa livraison avait à l'intérieur, je crois, la peau d'un animal qui est interdit au Burkina. Donc le véhicule a été arrêté et contrôlé par la douane. Ils se sont rendus compte que il y a un élément qui est prohibé. Donc la voiture a été stationnée dans la cour de la douane. Moi-même, j'ai écouté l'intervention du monsieur. Il a appelé, il était venu me voir et le monsieur a appelé. La femme dit que mon fils ment. Le produit n'a jamais quitté le Mali. Alors je lui ai dit, Dieu merci. Si je n'avais pas été suffisamment bon, sur le champ, j'annulais ta commande et puis je te restituais ton argent. Ça, c'est un premier point. Je sais que tu m'écoutes. Deuxièmement, ce que je t'ai laissé comme message, je vais le répéter. Désormais, trouve-toi un autre moyen pour te libérer. La dame, désormais, n'a qu'à se trouver le moyen pour pouvoir s'approvisionner, pour pouvoir passer sa commande. En ce qui me concerne, c'est fini avec elle. Parce que vous pouvez pas me traiter de menteur, me traiter de tous les noms, alors que nous avons la preuve que le véhicule a été contrôlé et nous on peut pas, attention, on négocie les gens pour amener vos produits. Alors, si je me dis, toutes les livraisons, sans exception, plus de livraisons terrestres, toutes les livraisons désormais DHL. Mais vous payez combien pour votre livraison? Mais le petit, il prend toutes les insultes, toutes les injures. Une dame comme celle-là, qui manque de respect à un enfant, qui ne lui a rien fait, elle l'insulte, alors que ce sont des gens qui viennent pleurnicher pour que vous puissiez l'aider. Alors, vous voyez, la plupart de toutes les personnes que j'essaie d'aider, ce sont ces personnes-là en général qui deviennent des personnes réfractaires, belliqueuses, irrespectueuses. Parce que tout simplement, j'ai décidé de les aider. Des gens qui crient, tu dis, c'est pas un problème, je vais te donner le produit. Et ces gens-là qui font si comme, ils ont, cette femme-là, je l'ai aidée. Je l'ai aidée. Et c'est elle qui fait ça. Alors, vous savez, ce n'est pas à cause d'une personne. Par moment, je réfléchis, j'ai dit, c'est pas à cause d'une personne que vous allez remettre en cause le bien que vous avez décidé de faire pour certaines personnes. Beaucoup de personnes peuvent témoigner. Je n'aime pas, vous savez, je vous dis tous, je n'aime pas parler de ça. Parce que Dieu dit, quand tu donnes à la main gauche, tu n'as pas besoin que la main droite se sache. Ou quand tu donnes à la main droite, tu n'as pas besoin que la main gauche sache. Donc, je le fais.
Je disais tout à l'heure à Ahmed, je dis, tu sais, il y a beaucoup de gens, quand ils appellent, ils disent, toi, tu envoies les produits, mais tu n'as pas une idée du nombre de personnes que j'aide. Quand je te donne les produits, il y a beaucoup de personnes qui pleurent, qui n'ont pas les moyens. Faut pas croire que tu envoies ça aux États-Unis, en Europe, que les gens, ils n'ont pas les moyens. Ils ont des difficultés. Ce sont nos frères, il faut les soutenir. Elle a fait. Elle a cru faire elle a causé du tort à quelqu'un, pas du tout, elle a menti parce que moi, je vais continuer à faire mon business, mais elle, avec moi, c'est terminé. C'est ce que je lui ai dit. C'est terminé. Et j'espère que le produit qu'elle va recevoir, par la grâce de Dieu, sera le remède dont elle a besoin. Alors, ceci dit, comme toujours, je vous le dis, soyons aimables. Soyons humbles à un moment donné. Le produit d'AMSA, beaucoup de gens aujourd'hui appellent, surtout ceux qui ont fait le vaccin du Covid-19. Il y a ces derniers jours-là, ces dernières heures, pardon, beaucoup ont appelé par rapport au Covid-19. Bon, des gens qui ressentent des effets secondaires, des démangeaisons, des boutons, enfin, plein de choses, quoi, qui sont généralement liées au Covid. Et je le dis, le seul remède que nous proposons aujourd'hui, exclusivement, pour le Covid-19, ça, c'est le DAMSA 12. Je le dis, c'est le 12 que je propose. Et tous ceux qui viennent vers moi par rapport au Covid-19, ils peuvent témoigner, c'est le 12 que je propose à tout le monde, par rapport aux vertus du 12. Maintenant, le 12, ce n'est pas seulement par rapport au Covid-19, évidemment. Le 12 agit principalement sur les cellules, la régénération des cellules, la mise en orbite du système immunitaire de défense, et il y a plein d'autres maladies, que ce soit le cancer, que ce soit les infections vaginales au niveau de l'utérus, que ce soit les kystes, que ce soit les fibromes, que ce soit les myomes. Le 12 joue un rôle varié et important à ce niveau. Mais sa force, c'est dans les cellules et puis dans le système immunitaire de défense. Voilà. Mais très souvent, dans les commandes, je combine, toujours le 12 avec un certain nombre de produits. Le 12 avec le 6, le 12 avec le 12S, le 12 avec le 14, le 12 avec le 2, le 12 avec le 11, le 12 avec le 4 ou le 5, le 12 avec le, comment on appelle ça, avec le 16, le 12 avec le 2, tout, parce que le 12, c'est comme quand vous êtes hospitalisé à l'hôpital, on dit on va vous placer un ballon. Dans le ballon, là, on met plein, on met les antibiotiques, on met plein, vous voyez le ballon, donc, c'est à peu près, c'est l'image que je vous présente pour que vous puissiez voir. Alors, quand vous avez le 12 là, tout ce qu'on met dans le ballon, le 12 là, toutes ces vertus là, pour vous aider. Le 14, évidemment, ce sont les maladies chroniques et difficiles, qualifiées par moment par vos médecins, d'ailleurs même d'incurables. Vous savez, j'ai fait la combinaison du 12 et du 14 que j'ai envoyé à un monsieur où la médecine moderne a échoué. Je le dis avec fierté. La médecine moderne a échoué. Il était désespéré. Ses enfants étaient désespérés. Sa famille était désespérée. Je lui ai dit, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas désespérer. Voilà ce que je vous propose. Ils ont acheté. Mais le monsieur, même s'il peut se déplacer de son pays pour venir me saluer, il va le faire. Mais moi, ça s'arrête seulement au fait que j'ai pu se redonner le sourire. Par la grâce de Dieu, quelqu'un qui retrouve la santé, pour moi, ça s'arrête là. Donc, nos médicaments, nos produits d'AMSA, c'est pas un produit, je le répète, ce n'est pas un produit, ce sont des produits à peu près 20. Donc, il y a certaines combinaisons, quand on les fait et puis vous les utilisez correctement selon la posologie et le dosage pour la préparation, parce que c'est pas du liquide qu'on envoie à quelqu'un, ce sont des poudres. Ce sont des plantes médicinales, des plantes thérapeutiques. On fait un cocktail, on obtient une poudre, et ce sont ces poudres-là, on fait encore d'autres cocktails en fonction de vos besoins, et puis on vous facture, et puis on vous envoie. Donc, le 14, il agit, surtout quand il est combiné au 12, alors là,
il devient un peu comme un médicament miracle. À tous les niveaux, il agit et puis vraiment, il apporte ses preuves. Dieu merci, tous ceux qui l'ont utilisé jusqu'à la date d'aujourd'hui ont été satisfaits. Donc le 12S, par contre, lui, il est limité à un certain nombre de traitements. Le VIH-Sida. Il y a beaucoup qui m'appellent, qui disent qu'ils ont besoin du 12S. J'ai dit, mais vous avez besoin du 12S, pourquoi? Parce qu'il faut que vous me le dites. Ça ne me coûte pas de vous facturer, mais il faut aider les gens dans le bon sens. Le 12S, en général, c'est pour le VIH-Sida, la drépanocytose et puis l'anémie. Mais le 12S, on peut aussi le combiner avec le 12, on peut le combiner avec le 14. Mais souvent, ces genres de combinaisons, quand vous le faites, le prix souvent est un peu élevé. Parce que le 12S, à la date d'aujourd'hui, c'est notre produit le plus cher. Et si les gens voient, ils voient que je fais des réductions à tous les niveaux, mais le 12S, j'ai jamais fait de réduction. Parce que lui, sa mise en place est très difficile et méticuleuse, très compliquée. Voilà. Alors donc, le dodo, évidemment, lui, il vous aide à vous relaxer, à dormir, à récupérer. Et puis, à vous libérer. Je n'oublie pas le 16 pour le 6, et ça c'est le diabète. Maintenant le traitement, le 16, ça c'est pour l'ulcère gastrique, l'ulcère d'estomac. Hein? Les tensions et autres, les tensions, l'hypertension, ce que je propose c'est une combinaison pour l'hypertension. Le diabète, soit c'est le traitement simple le 6, soit c'est le traitement combiné avec le 12. Ok, pour avoir un meilleur résultat. Maintenant, au niveau des hémorroïdes, c'est la même chose. Bon, hémorroïdes internes et externes aussi, c'est la même chose. Donc, que ce soit l'insuffisance rénale, que ce soit vous avez été victime d'AVC, vous avez un membre paralysé, vous ne pouvez pas marcher. Si on fait la bonne combinaison, que vous suivez correctement le traitement, ça dépend du temps que vous avez mis dans la paralysie. Si il n'y a pas, ce n'est pas aussi exagéré, normalement, un traitement, ça peut vous suffire. Mais si ça met du temps, peut-être 2 voire 3 traitements qui pourront certainement vous aider. Voilà. Donc, que ce soit la paralysie, que ce soit l'insuffisance rénale, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit des problèmes de vue, que ce soit les nerfs sciatiques, que ce soit, comme on appelle, hernie discale, hein, la drépanocytose, que ce soit l'ulcère d'estomac, l'ulcère gastrique, que ce soit les ballonnements, les chaleurs, les bouffées de chaleur, que ce soit les tremblements des pieds, des mains, la plante des pieds qui chauffe, tout ces autres là, hein, la sueur là, et puis vous vous asseyez, vos sueurs doivent averser le suivi. À la grâce de Dieu, le Damsa peut apporter un soulagement. Alors, je suis toujours en promo. Dieu merci. Toutes les personnes ces temps-ci, le message est bien passé. Tous ceux qui appellent, généralement, ils disent ceux qui leur ont donné le numéro. Parce que j'ai dit que si vous nous apportez 3 personnes, vous avez droit à un traitement. Voilà. Donc, on vous propose un traitement. Voilà. Donc, on continue toujours. Nous sommes toujours en promo, sans problème. Donc, le numéro, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88 une dernière fois. C'est mon numéro à moi, Keita. Donc, quand vous appelez, est-ce que c'est Keita? C'est pas la peine. C'est le numéro de Keita lui-même. Donc, quand vous donnez des, hey, c'est Keita lui-même, faut appeler. Personne ne touche à mon téléphone. C'est dans la maison ici, chacun a son téléphone. Donc, tout le monde sait que je travaille plus sur le téléphone. Donc, en général, les gens, ne vous inquiétez pas quand vous laissez un message, c'est Keita. Mais, j'insiste et je persiste, les messages sont plus avantageux, plus bénéfiques, plus professionnels que les appels. Donc, une dernière fois, le numéro, c'est le 223 72 77 47 88. Si vous êtes intéressé par les produits d'Amsa, et puis comme je suis en promo, donc je peux vous aider. OK? Alors, on est ensemble, on s'en va. Alors, quand vous regardez de près le président Talon, avec tout ce qu'il a dit, et puis installer une base française aux portes du Niger. Une base française au Nigeria, encore aux portes du Niger. Mais
On veut nous faire croire, parce que regardez bien ce qui se joue. Cette base française au Bénin, faisons beaucoup attention. Il y a deux éléments que je vais évoquer. Le premier élément, la CEDEAO prétend redynamiser sa relation sécuritaire avec l'Algérie. Alors, posez-vous la question. Quels sont les pays qui sont frontaliers avec l'Algérie et qui sont confrontés à des incursions des terroristes? Quand vous regardez bien la CEDEAO. Ça, c'est un. Deuxièmement, écoutez-moi très bien, je vous en prie. Deuxièmement, il y a un comité de pilotage au niveau du renseignement entre le Mali et puis l'Algérie. Écoutez très bien, je vous en prie. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Le petit pervers qui a dit, est-ce qu'il est là? Il faut bien écouter. Parce que toi, tu entends la voix de Keïta, mais tu ne saisis rien de ce que dit Keïta. Écoutez très bien. Le Mali et l'Algérie, c'est ce qui a été dit officiellement. Mais est-ce que réellement nous partageons des informations? Parce que si nous partagions les informations, comme on veut nous le faire croire, il y a longtemps, le Mali serait déjà retourné dans le giron de la France avec l'assassinat de nos différents responsables. Parce que l'Algérie, qui a toujours trahi le Mali, aurait déjà filé des informations à la France pour faire du Mali un État vulnérable. C'est là que vous devez respecter l'intelligence d'Assimi Goïta. Il a été proposé qu'il soit élevé, lui, je crois, avec ses frères d'armes, au rang de général. Alors, merci à toi depuis Niamey, Mohamed Alassane, ça va? Merci. Mes salutations au peuple du Niger. Alors donc, écoutez, je vous en prie. Soudain, la CEDEAO se rappelle qu'elle a une relation sécuritaire avec l'Algérie. Le Mali a mis en place un comité mixte basé sur le renseignement avec l'Algérie. Donc, les échanges d'informations doivent se faire dans les deux sens. Mais maintenant, la question que je vais vous poser. Pourquoi les terroristes commettent des crimes au Mali vont se réfugier en Algérie et l'Algérie n'a jamais donné des informations au Mali, n'a jamais fait remonter les informations. Attention, les terroristes qui ont commis tel ou tel acte se sont refusés chez nous. Voilà leur position dans le Sahel. Ceux qui sont blessés sont venus sur eux. Mais l'Algérie ne nous a jamais, et le Mali sait que l'Algérie est perfide. Le Mali sait que l'Algérie ment. Le Mali sait que l'Algérie se croit intelligente, venue soutirer des informations, mais sans donner des informations crédibles au Mali. Si l'Algérie était un bon interlocuteur, le Mali n'allait jamais dénoncer les accords d'Alger. Est-ce que vous avez compris? Le petit pervers raté tchadien là, qui croit qu'il connaît là, est-ce que tu as compris ça? Est-ce que ton intelligence même a imaginé ça? Parce que tu n'as pas la compétence. Tu es ma cible aujourd'hui. Alors donc, vous avez bien compris. Posons-nous la question, pourquoi le Mali a dénoncé ces accords et le Mali les a rompus? Si l'Algérie coopérait correctement avec le Mali, l'Algérie devait être un allié de poids du Mali et non pas un déstabilisateur du Mali. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le Mali continue de neutraliser les terroristes jusqu'à la frontière de l'Algérie. Et ça, sans échange de renseignements avec la hiérarchie militaire algérienne. C'est sur la base de nos propres informations que nous neutralisons les terroristes et nous les exécutons jusqu'à la porte de l'Algérie. Et l'Algérie le sait. Donc c'est au regard de ces événements que subitement l'Algérie s'est rappelée qu'elle a une coopération en termes de renseignement, en termes d'information avec le Mali. Et cette semaine, vous avez vu des autorités algériennes de la hiérarchie militaire au niveau
du renseignement, vous les avez vus à Bamako. Ils ont eu une séance de travail avec nos autorités ici. Mais est-ce que vous croyez que le Mali, on les a vus, vous savez, c'est ça aussi l'hypocrisie de la diplomatie. On a entendu nos autorités qui ont parlé, mais en réalité, quand vous réfléchissez et que votre travail un tout petit peu, vous savez que ça c'est du folklore. Vous savez qu'il n'y a rien de vrai dedans, il n'y a rien de bon dedans. Parce que sinon le Mali ne se donnerait pas autant de mal pour pouvoir faire telle ou telle chose. Pourquoi l'Algérie n'aide pas le Mali en termes de renseignement? Mais regardez aujourd'hui la collaboration du renseignement entre le Mali, le Niger et le Burkina. Alors, est-ce que c'est parce que l'Algérie s'est rendu compte que c'est fini, elle ne peut plus, qu'elle veut chercher à revenir? Est-ce que c'est au regard des informations? Parce qu'aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, et même en dehors de la CEDEAO, des voix se lèvent pour dire que la coopération entre le Mali, le Burkina et le Niger, sur le plan sécuritaire, que c'est la première fois dans le monde qu'on voit une telle entente entre des armées. Des armées qu'on appelle des armées des pays sous-développés, mais qui réalisent des prouesses que eux-mêmes n'ont jamais été capables de réaliser. Deuxièmement, le monde aujourd'hui est forcé de reconnaître que l'alliance est en train de produire des résultats. La coopération marche. La dynamique est en marche. Et les gens sont conscients. Ils sont convaincus. Alors, la Mauritanie a envoyé aussi un émissaire au Mali. Attention, c'est pas l'Algérie seulement qui est venue. La Mauritanie aussi a envoyé des émissaires. Et j'ai même vu que le Mali a récupéré, parce que à l'époque, je vais vous dire une chose. Vous savez, cette situation-là se passe aujourd'hui au Burkina. Et le capitaine, tôt ou tard, va devoir prendre une décision. La même situation est intervenue entre le Mali et la Guinée. Parce que la délimitation de la frontière, à un moment donné, prête à confusion. Donc, quand les Maliens, au niveau de la Guinée, entrent dans un certain niveau, ils sont agressés par les Guinéens en disant que c'est une violation de leur territoire. Donc le Mali a déployé des unités à ce niveau-là. Donc ça a créé une petite tension. Les autorités guinéennes étaient obligées de se ressaisir parce que eux ils laissaient faire, puisque eux ils sont à la recherche de légitimité. Souvent ils laissent les gens agir. Quand ils ont vu le sérieux du Mali, ils se sont ressaisis. Parce qu'aujourd'hui le Mali ne s'amuse avec aucun pays en ce qui concerne sa souveraineté territoriale. Ils se sont ressaisis et je crois qu'ils ont redessiné, ils ont redéfini les limites là-bas. Chacun sait sa limite au niveau du Mali et de la Guinée. Le même scénario ne s'est pas produit identiquement, mais c'est le Mali qui a imposé. Il se trouve que la carte initiale du Mali, qui a été modifiée par l'impérialisme français, soutenu par l'impérialisme occidental, la Mauritanie avait mis la main, ou du moins le laxisme de l'État malien, la faiblesse de l'État malien à l'époque, avant l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir, bien entendu, la faiblesse des forces armées du Mali avant la prise en main par Sadio Kamara, dont le Mali n'avait aucun moyen de contrôle sur son territoire, sur son espace territorial souverain. Donc, la Mauritanie en a profité pour recruter des zones pour en faire des territoires mauritaniens. On n'a pas beaucoup parlé de ça. C'est récemment que j'ai vu une déclaration officielle du Mali. Le Mali dit, nous tous on croyait, parce que c'est ce que la Mauritanie nous a fait croire, nous tous on croyait que là où les forces armées maliennes étaient entrées, la Mauritanie a fait croire que c'est son espace, c'est son village, c'est son territoire, et c'est son territoire, pardon, ça frôlait, c'est son territoire. Donc, c'est dans ça que la presse occidentale s'est accrochée, s'est cramponnée, et puis ils fabriquaient des narratifs, tension entre le Mali et la Mauritanie, les forces armées maliennes ont fait une incursion dans un village mauritanien. Mais c'est après que j'ai écouté le communiqué de la DIRPA qui dit que le Mali, les forces armées ne sont jamais entrées en Mauritanie.
là où ils sont allés, que c'est un village du Mali qui appartient au Mali. Parce qu'Assimi Goïta a fait ressortir la véritable carte du Mali. Et là où les femmes ont été, et puis la Mauritanie ment, on dit ça appartient au Mali, ça n'appartient pas à la Mauritanie. Et c'est là, ils ont dit à la Mauritanie, on ne veut plus vous voir là-bas. La récréation a trop duré. Donc, à l'époque où on avait un État faible, voulu par l'Occident pour être mieux exploité, qui pouvait s'hasarder pour aller récupérer un territoire que la Mauritanie avait considéré comme son territoire? Qui pouvait s'hasarder pour faire ça? Il a fallu quelqu'un comme Assimi Goïta. Alors quand je vois ces ratés, ces pervers, ces lâches, ces vauriens, ces criminels appelés responsables des partis politiques, ces minables là, qui étaient en train de détruire, est-ce qu'ils n'étaient pas au courant de ça? Voilà déjà. C'est là le général français a dit, il dit, mais vous là, pourquoi vous ne dites pas bravo à Assimi? Parce qu'il fait ce que vous n'avez pas été capable de faire. Assimi est en train de réparer vos bêtises. Récupérer le territoire malien. Tous les partis politiques devaient dire merci, bravo Assimi. On n'est pas d'accord avec toi politiquement. On n'est pas d'accord avec la transition. Mais, bravo à nos forces armées qui ont fait. Mais est-ce que la Mauritanie peut venir réclamer? Parce que la Mauritanie sait que juridiquement, elle n'a aucune compétence. La Mauritanie sait que juridiquement, elle n'a pas le droit. Et la Mauritanie sait que souverainement, si elle veut engager un conflit, elle va sortir perdante. Donc la Mauritanie n'a pas fait des vagues. La Mauritanie s'est tue. Et le Mali a récupéré son village. Quand vous avez la 37e puissance militaire au monde, vous êtes respecté. C'est ce que le premier ministre du Burkina a dit. Vous avez des hommes forts, c'est zéro. Si vous n'avez pas un État fort, vous n'êtes rien. Thomas Sankara a été liquidé parce que le Burkina était un État faible. On a tiré les leçons. Les Américains n'ont pas réussi à faire tomber Fidel Castro parce que Cuba était un État fort. Bachar al-Assad n'est pas tombé parce que la Syrie était un État fort. Muammar Kadhafi, malgré sa richesse, sa puissance, avait un État faible. L'Irak était un État faible. Mais au Sahel, on a tiré les leçons de l'Occident. Nous allons faire de nos États des véritables puissances militaires à craindre et à respecter. Pourquoi les Américains ne veulent pas attaquer la Corée du Nord, encore moins l'Iran? À part les menaces, ils peuvent faire quoi d'autre? À part les sanctions, ils peuvent faire quoi d'autre? Et d'ailleurs, ces pays-là vont rentrer dans les BRICS, donc les sanctions américaines vont servir à quoi? Dans quelques années, c'est fini, cette histoire des sanctions sera terminée. Ça n'aura aucun sens désormais. Dans maximum 2 ans, 3 ans, c'est fini. Cette histoire des sanctions, c'est fini. On s'en fout. C'est terminé. Parce que l'ordre nouveau va imposer ça. Vous voulez sanctionner quelqu'un et dire, d'accord, j'ai compris, je quitte votre système et puis je vais de l'autre côté. Qui va perdre, c'est vous. Parce qu'en termes de marché, vous allez perdre. En termes de relations commerciales, vous allez perdre. En termes de consommation, vous allez perdre parce que ce sont des bouches qu'on va vous retirer pour aller donner ailleurs. C'est de l'argent qu'on va vous retirer pour aller donner ailleurs. Pendant combien de temps vous allez jouer à cette bêtise-là, vous, le monde occidental? Aujourd'hui, c'est parce que les BRICS ont fermé les portes. Sinon, aujourd'hui, là, les BRICS iraient au moins 100 aujourd'hui. Et c'est fini. Parce que tout le monde va aller se mettre à l'abri des sanctions. Donc, en adhérant aux BRICS, les sanctions, on s'en fiche éperdument. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Alors, Patrice Talon héberge au Bénin une base militaire comme Alassane Ouattara héberge en Côte d'Ivoire une base militaire. Le Nigeria, le Tinubu, héberge une base militaire. Jusque-là, on n'en parle pas, mais cette base est en train de se mettre en place dans la plus grande discrétion. Quand vous regardez la télévision burkinabé RTB, et vous regardez comment les terroristes sont tués jour et nuit, posez-vous la question, d'où est-ce qu'ils viennent? Je vous ai déjà fait une direct là-dessus. D'où ces terroristes-là viennent?
une horde terroriste, une horde terroriste. Tous les jours, c'est ce que vous entendez. Tous les jours, c'est ce que vous entendez. Est-ce que l'Algérie n'a pas compris que le Mali d'Ibeka, paix à son âme, le Mali d'ATT, ce n'est pas le Mali d'Assimi Goïta. L'Algérie a compris. Et l'Algérie ne peut que gueuler aujourd'hui, mais elle n'a aucun moyen de contrôle et de pression sur le Mali. Idem pour la France, pour les États-Unis et l'Union européenne. Au début, ce sont les puissances économiques, ce sont autant pour moi. Au début, ce sont les banques que les puissances économiques utilisaient contre les États faibles, contre nos pays qui étaient faibles. Ils utilisaient les banques, la Banque mondiale, le FMI, la Troïka, la Banque centrale européenne, tout ce que vous connaissez. On les utilisait. Et ces pays-là utilisaient leurs propres banques contre nous. On n'avait pas accès à leur marché, ni à leurs capitaux. Ils nous imposaient un agenda politique, auquel cas si on refuse, on nous coupe tout financement. On nous appauvrit. Mais les données ont changé aujourd'hui. C'est cette réalité-là qu'on doit être capable d'apprécier, d'analyser et de faire de l'élévation et de prendre de la hauteur pour mieux comprendre. C'est en cela que le peuple burkinabé et malien, dans une synergie d'action avec le peuple du Niger, demande aux trois transitions de prendre le temps dont ils ont besoin pour mettre en place les fondamentaux de notre développement, les fondamentaux de notre industrialisation, parce que c'est ça. Donc quand on parle de prospérité économique, c'est parce qu'il y a création d'emplois, c'est parce que l'argent circule. Mais pour que l'argent circule, il faut que les gens travaillent. Pour que les gens travaillent, il faut des offres d'emploi. Pour qu'il y ait des offres d'emploi, il faut des opportunités d'emploi. Pour qu'il y ait des opportunités d'emploi, il faut qu'il y ait des entreprises. Pour qu'il y ait des entreprises, il faut deux choses, deux piliers. L'argent et la source d'énergie. Si quelqu'un pense que ce que je dis est faux, s'il est né d'une femme et d'un homme, s'il ne relève pas le défi, qu'il soit maudit à jamais. Ce que je viens de dire, s'il y a un homme qui est né d'une femme et d'un homme qui pense que ce que j'ai dit n'est pas vrai, s'il ne relève pas le défi, qu'il soit maudit à jamais. Je répète une troisième fois. S'il y a un homme, une personne née d'une femme et d'un homme qui estime que ce que j'ai dit est faux, s'il ne relève pas le défi, qu'il soit maudit à jamais. Il y a deux principes, deux piliers pour un État pour devenir industriel, pour un État pour devenir prospère. La source de financement et la source énergétique. C'est tout. Évidemment, il faut la main-d'œuvre qualifiée. Il faut la main-d'œuvre qualifiée. Vous ne pouvez pas construire une usine si vous n'avez pas donc la main-d'œuvre qualifiée. Pour à mon niveau, ça ne s'impose même pas. Comment vous allez, attendez, quelqu'un qui n'a pas permis, vous achetez voiture, il faut faire transport avec. Mais vous, on doit vous attraper et puis vous garder à vie en prison. Quelqu'un qui n'a pas permis, qui ne connaît rien, et puis tu achètes voiture, tu dis parce que tu as l'argent et il faut aller faire quelque chose avec. C'est un crime. Donc, comment voulez-vous avoir une entreprise alors que vous, dans votre pays, la main-d'œuvre n'existe pas? Donc, ce que je dis, c'est parce que les préliminaires ont été déjà faits. En d'autres termes, la formation. Donc, la main-d'œuvre qualifiée. Deux éléments après ça. La source de financement, merci pour les ballons, la source de financement et puis la source d'énergie. Énergie bon marché, énergie qualitative, énergie quantitative. Voilà ce qui permet de... Alors quand vous regardez la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, ils disent ils ont pétrole, mais les Ivoiriens vivent mal. Ils ont pétrole. Le pétrole qui devait servir à financer l'industrialisation, un seul homme et son clan et sa famille s'asseyent et puis ils bouffent l'argent. C'est pourquoi je dis merci au président Laurent Gbagbo. Aux Ivoiriens, ne ratez pas ma prochaine intervention. Ce sera exclusivement, comme en Afrique, on n'a pas cette capacité quand nos dirigeants font des discours, au lieu de sortir pour analyser les propos, on se livre dans des débats futiles, inutiles, de dénigrement. Je ne ferai pas ça. Je vais décortiquer les propos du président Kodo Laurent Gbagbo. Comment il a rendu hommage au capitaine, au colonel, bientôt général, et au général déjà général.
Laurent Gbagbo, non, hier, à son investiture, il dit tout ce que vous voyez là, c'est zéro. C'est parce que j'ai toujours, j'ai dit, vous là, nous, on n'a pas fini notre palabre. Vous regardez ça, nous, Gbagbo Laurent dit, ce n'est pas Keïta qui va venir faire votre palabre. Dites à Keïta que j'ai entendu. Ce n'est pas aux Maliens de venir faire notre palabre. Gbagbo Laurent a dit hier devant tout le monde. Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Vous n'avez pas besoin de me croire. À cause de Dieu, allez-y prendre tout de Gbagbo Laurent et puis écoutez s'il n'a pas dit. Vous n'avez pas besoin d'écouter Keïta. Vous n'avez pas besoin que les Maliens, les Burkinabés viennent se battre pour nous, les Sénégalais. Vous-même là, notre palabre là, c'est nous. Tant qu'on ne se battra pas, on ne connaîtra pas la paix. Tant qu'on ne se battra pas, on ne sera jamais développé. Ah, mais nous, on est en train de faire notre campagne, notre palabre pour nous développer. Gbagbo Laurent dit, vous êtes sur la bonne voie. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous aide. Voilà ce qu'il a dit au président Assimi Goïta. Voilà ce qu'il a dit au capitaine. Voilà ce qu'il a dit au général. C'est la réalité. Et c'est le combat que nous on mène. On n'est pas dans le faux. On est dans la réalité. Bon. Comme lui, il est ancien président. Bon. Nous, on n'est pas président encore. Peut-être que Dieu va le faire un jour. On ne sait pas. On n'y pense même pas. C'est comme Assimi n'a jamais pensé sa vie être président un jour. Donc, on n'y pense pas. Si ça arrive, on va assumer. Voilà. Si on est président un jour, on va assumer. Mais pour le moment, on n'y pense pas. On regarde d'abord le pays, on accompagne nos autorités. On garde le contact, n'oubliez pas votre DAMSA, on est toujours en promo, ok? C'est le 72, 77, 47, 88. Quelles que soient les pathologies, par la grâce de Dieu, si les combinaisons de nos produits sont bien faites et que l'utilisation est faite correctement, il y a de fortes chances, par la grâce de Dieu, que vous puissiez retrouver la guérison. Hein? Je n'ai pas oublié les trompes au boucher, l'ovulation compliquée, la libido, les hommes qui ont des problèmes. Très souvent, les hommes, je vous le dis ici, souvent vous paniquez trop vite. Vous avez l'hypertension artérielle et puis vous voulez être bon au lit. Ça n'arrivera pas. Il faut d'abord guérir l'hypertension. Vous avez le diabète. Vous n'arrivez plus à satisfaire madame. Mais c'est normal. Il faut d'abord soigner le diabète. Vous avez la prostate et puis vous voulez être performant. Ça peut pas aller. Il faut d'abord traiter la prostate. Vous avez l'insuffisance rénale, ça peut pas aller, il faut d'abord qu'on soigne ça. Donc, quand les hommes viennent vers moi avec ces problèmes-là, je leur dis non, on va d'abord guérir la maladie et puis on verra la suite. Et très généralement, quand vous traitez la maladie, l'homme retrouve tout de suite sa virilité. Maintenant, s'il dit il n'est pas toujours satisfait, là c'est autre chose. Mais chez nous, on donne pas ça d'abord, on essaie de savoir. Donc les hommes, ce n'est pas parce qu'il y a ça. Non, non, non. Si vous avez des pathologies qui bloquent votre libido, on doit traiter ça d'abord. Et puis ensuite, vous-même, vous allez voir les résultats. Hein? C'est le 223, 72, 77, 47, 88. On n'a pas peur de traiter le VIH-Sida. On n'a pas peur de traiter le cancer, la drépanocytose, l'anémie. Pourquoi on va avoir peur de vous donner la pleine puissance de votre puissance d'homme? Hein? Que Dieu veille sur chacun de vous et chacun de nous. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt. Merci à toi, Bachili. Que Dieu te bénisse et abondamment. Merci à vous, les gars. À plus tard.